Là, aujourd'hui, nous sommes dans l'affaire Quentin en France. On a parlé de droit, on a parlé de loi, on a parlé de politique. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de médias aujourd'hui. Et en fait, avant de critiquer, hein, je ne fais pas que critiquer, je vais saluer. Parce que si on revient sur cette chronologie, ce que je vous disais en tout début d'émission, sur cette chronologie de la manière dont vous avez absorbé l'information, et c'est extrêmement important parce que ce sont ces premiers jours où l'information arrive massivement que on forme souvent en termes de spectateurs, en termes de citoyens et en termes d'électeurs, on forme son opinion. Et malheureusement, la contre-enquête qui nécessite des moyens, du temps, prend plus de temps à arriver derrière et se perd dans la masse. C'est-à-dire que si, dans le cadre de cette affaire, et on oublie ici le RN, on oublie ici LCI, on oublie ici LFI pour parler plutôt de médias, entre autres CNews, mais pas que, c'est ce portrait, ce sont ces éléments qui ont été répétés à l'envi, sans aucune précaution journalistique, sans aucune précaution de langage, de déontologie, qui vont rester dans l'essentiel de la population. Et donc, ce portrait complètement favorable, non seulement de Quentin, mais aussi, par exemple, du groupe Némésis. Par exemple, j'ai lu, on va reparler dans quelques secondes du groupe Némésis, que c'était simplement, je cite, un regroupement de nanas qui venaient défendre les femmes face à la montée de l'islamisme. Donc, voilà. Et puis, du côté de Quentin, on nous l'a présenté, et évidemment, la plus grande chambre d'écho de cette présentation-là a été CNews et les médias du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, les différents comptes sur X, Frontières, JDD, etc., etc. Comme un jeune étudiant de 23 ans, ce qu'il était au demeurant, pacifiste. On a entendu parler sur des plateaux l'utilisation de termes de bon garçon, de l'utilisation dans un quotidien comme Le Parisien de c'était quelqu'un de non violent, en se basant uniquement, et c'est peut-être le cas que c'était quelqu'un de non violent, c'est pas ce que je vais vous dire, mais de vous dire combien c'est dangereux ce genre d'information, parce que c'est basé sur quoi ? C'est basé sur les informations communiquées par sa famille et par son avocat. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une question pour vous, une toute petite parenthèse avant de continuer et de rendre hommage, avant de critiquer. Euh, Comment on doit, dans le cadre d'un drame en général, je ne vous demande pas particulièrement sur cette affaire-là, mais comment, lorsqu'il y a un drame, euh, comment on doit interpréter les déclarations publiques d'un avocat? Est-ce qu'il commence déjà son pré-procès en se disant bah tiens, peut-être ça serait bien de former l'idée plus tard du jury en venant déjà défendre mon client? Je vous écoute. Oui, c'est un sujet délicat parce que il y a beaucoup d'opinions très divergentes dans la profession. Moi, je suis tenant du moins on en dit publiquement, mieux on se porte. La communication, c'est un métier, la défense, c'est un autre métier. Ce sont deux métiers différents et qui ont parfois des intérêts divergents. Donc, on n'est pas entraîné, on n'est pas formé à la communication. Donc c'est un terrain sur lequel on doit s'aventurer extrêmement prudemment. Et alors parfois il y a une vraie tentation, enfin du miroir aux alouettes, c'est difficile de résister. Il m'est déjà arrivé d'intervenir dans des dossiers particulièrement médiatiques
Il faut imaginer ce que c'est quand vous sortez de la salle d'audience et que tout à coup vous avez ce mur, mais vraiment ce mur de caméras et de micros devant vous. D'abord, première chose que vous avez, c'est que vous êtes complètement ébloui parce que tous les projecteurs au-dessus des caméras sont allumés et c'est puissant, ces cochonneries, croyez-moi. Donc déjà, vous sortez des salles qui sont un peu sombres quand même, pas forcément très fortement éclairées, mais vous êtes littéralement ébloui. On vous pose des questions, vous avez plein de micros sous le nez. Voilà, le mieux à faire, c'est de partir, à mon sens, discrètement. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des dossiers comme ça, où on sait que ça va finir aux assises, donc il y aura des jurys, il peut y avoir la tentation d'essayer de s'adresser aux futurs jurés, de glisser en eux une idée favorable à son client. Je n'ai jamais eu la moindre démonstration que ça avait une quelconque efficacité. Euh, je suis extrêmement réservé là-dessus. Il y a des dossiers où la communication joue aussi un rôle important. Un cas classique où on voit la divergence entre la com et la défense, bah, ça a été les affaires de Donald Trump avant son nouveau mandat et toutes les affaires politiques de Marine Le Pen. Marine Le Pen, judiciairement, aurait tout à gagner à reconnaître les faits, à dire oui, c'est vrai, on a tapé dans la caisse, on n'aurait pas dû, mais tout le monde faisait comme ça à l'époque où j'ai récupéré la situation de mon père, j'aurais dû y mettre fin, je comprends l'erreur que j'ai faite, je ne recommencerai plus. Si elle tenait ce discours comme ça face à la Cour d'appel, il y aurait de fortes chances que la Cour d'appel en tienne compte et notamment fasse sauter son inéligibilité. Mais ce serait admettre ses torts. Alors que depuis des années, elle dit qu'elle n'a rien fait de mal, que c'était parfaitement légal, que c'est la faute du Parlement qui aurait dû lui dire que c'était illégal. Évidemment, c'est très difficile pour un politique de reconnaître une faute, et encore plus quand on est dans les mouvements extrémistes où là, la légitimité est essentiellement personnelle. Le Trumpisme, c'est dire Trump a raison. Y a pas, on fera jamais un traité sur la pensée politico-philosophique de Trump. Il y aura chapitre unique Trump was always right, fin du livre. Merci de passer à la caisse. Donc, le chef ne peut pas se tromper. Mhm. Donc, en communication, il faut faire passer le message que non, le chef ne s'est pas trompé, c'est un complot du système qui veut le faire taire, etc. Ce qui est contradictoire avec ses intérêts de la défense. Elle est coincée entre le marteau et l'enclume. Et c'est quelque chose qu'on a fréquemment en politique. On a d'autres cas où, par contre, la communication n'est pas forcément contraire. Typiquement, c'est des affaires qui concernent des grands groupes. L'affaire qui me vient tout de suite en tête, c'est l'affaire Buffalo Grill d'il y a quelques années. J'explique pour nos amis canadiens. Buffalo Grill, c'est une chaîne de restaurants grillades qui est en France. Et il y a eu un moment un soupçon que de la viande contaminée, je crois que c'était par de l'Escherichia coli, en tout cas par une bactérie de la viande nocive, a été intentionnellement laissée dans le circuit de distribution. Euh, Ça, vous imaginez que quand cette affaire sort, dès que des personnes sont mises en examen, qu'on commence à en parler, c'est dramatique pour le restaurant. C'est un truc qui peut mettre la chaîne par terre. Donc, il a fallu très vite faire appel à des agences de communication pour gérer ça, dire nous faisons immédiatement le nécessaire. Ça, c'est de la communication. La défense se vit mieux dans le secret. Mais là, on peut collaborer avec des agences de communication qui font ça très bien. Il y en a qui sont dépatantes. D'ailleurs, une des meilleures a été fondée par un ancien magistrat, comme quoi il y a quand même des passerelles d'un niveau à l'autre. Mais quand un avocat se lance dans la communication, il faut vraiment être euh, particulièrement brillant pour ne pas trébucher là-dedans. Vous verrez que vraiment ceux qui sont considérés comme les meilleurs avocats par leur père, c'est ceux que vous entendrez le moins à la télé s'exprimer sur leur dossier. Et ça, c'est un critère qui ne trompe pas. Je ne dis pas ça du tout parce que depuis que Sentinelle existe, je n'ai jamais parlé d'un de mes dossiers, mais je vous laisse en tirer les conséquences qui s'imposent. Exactement. Et pour les amis québécois, l'équivalent de Buffalo Grill, c'est bâton rouge. Hein, vous voyez ce que je veux dire, Hmm. hein, n'est-ce pas Thomas? On a des Ah, très bons souvenirs, vous, et Cody vous êtes aussi, de bilingue, bâton rouge. William. Ah ouais, non, je suis trilingue, je parle aussi québécois, effectivement. Donc, avant cette précision étant faite, et je partage encore une fois l'analyse. Euh, donc, je voudrais quand même si malheureusement je le regrette, c'est cette volonté qui va rester, c'est cette image de ce bon garçon, de cette volonté
et on va peut-être développer ça un petit peu plus tard, ou ça sera le sujet d'une autre émission, de transformer Quentin en notre, c'est des choses qu'on a entendues et lues, en notre Charlie Kirk. C'est malheureusement ce qui va rester. Je voudrais saluer ici le travail d'enquête qui a été fait par le Canard enchaîné, hein, on en a parlé, qui, quelques jours après, a non seulement publié cette vidéo, mais qui a interrogé plusieurs participants et qui a confirmé que donc il y avait eu cette rixe, ce combat de rue entre des militants de l'ultra-gauche et des militants de l'ultra-droite, et que ces personnes étaient venues pour s'affronter. Et donc, c'est, comme tout à l'heure, Maître Aulas vous l'a raconté, c'est suite à cet événement que il y a eu ensuite le lynchage de Quentin. Donc, bravo au Canard enchaîné. Je voudrais aussi mettre en avant le travail qui a été fait par Mediapart, qui justement a enquêté sur le parcours politique de Quentin Deran, qui a été donc présenté comme simplement un certain étudiant proche effectivement des milieux catholiques. Et en fait, on a découvert par exemple la publication de ces photos. Donc, je vais vous montrer d'abord le Blue Sky qui a été publié, qui montre qu'il a participé à un défilé néo-nazi à Paris. Donc ça, c'est la première information du comité du 9 mai. Donc il a participé à cette manifestation. C'est lui, on a la photo un petit peu plus grand. Voilà, c'est lui au milieu qui porte ce pantalon beige. Oui, Maître Eolas. Oui, précision sur le comité du 9 mai, parce que vous allez voir que tout est dans tout et réciproquement. Le comité du 9 mai s'appelle ainsi en allusion au 9 mai 1994, où un jeune homme, dont le nom m'échappe, et peu importe, euh, d'extrême droite, lors d'une manifestation d'extrême droite, avait fui la police qui tentait de l'arrêter, s'était enfui sur les toits, avait glissé, était tombé et était mort. Et donc tous les 9 mai, l'extrême droite défile à Paris L'extrême droite pour... européenne vient à Paris. Il y a des néo-nazis allemands qui étaient présents de Grande-Bretagne, de Belgique, etc. Je vous en prie, je vous rends la parole. Absolument, oui, l'extrême droite MC Martyr. Et donc tous les 9 mai, ils viennent défiler en criant des slogans, en criant son nom, en sa mémoire. Ça reste comme quelqu'un qui fuyait la police. Si c'était laissé arrêter, il serait encore vivant aujourd'hui. Donc voilà, on a les martyrs qu'on mérite. Mais voilà ce que c'est que le comité du 9 mai. Et on assiste, et il fait aucun doute par la suite que va y avoir une volonté de fabriquer encore un martyr, puisque c'est quand même très pratique un martyr en politique. On l'a vu avec Charlie Kirk. C'est dès que vous émettez une voix un tant soit peu réservée ou un doute, on vous met le cadavre face à vous. Dit, comment osez-vous? Un homme est mort. Vous n'êtes vraiment qu'un salopard. Je vais appeler votre employeur pour qu'il vous vire parce que moi je suis mu par la volonté du bien et on va assister au même phénomène. On y a déjà assisté cette semaine en France, mais je pense que c'est un point que vous allez aborder. Ouais, et on a un deuxième cliché qui a été aussi également retrouvé par Mediapart, toujours de Quentin de Ranc, donc qui est voilà, donc ça c'est à Paris pendant la manifestation, c'est lui qui est au centre, et c'est comme ça, par exemple, que on a appris quelques jours après qu'il était co-créateur d'un comité, le comité Allobroge du côté de Bourgoin-Jallieu. Donc voilà, Allobroge Bourgoin, donc à Bourgoin-Jallieu, qui est un groupe qui non seulement, dans son communiqué de création, citait Jean-Marie Le Pen, hein, c'était sa référence, et qui est lié à des groupes comme l'Alliance française. Donc, très beau travail de Mediapart, très beau travail du Canard enchaîné, très beau travail aussi de Street Press qui a travaillé sur le groupe Nemesis. On en a parlé tout à l'heure. Hein, ce groupe qui, sur les réseaux sociaux et dans certains médias, a été présenté comme, je cite encore une fois, ce groupe de nanas qui se bat contre la montée de l'islamisme. Je vais vous montrer une photo justement c'était en 2021, je crois, de la part de un regroupement à Paris, voilà, sur la place du Trocadéro,
des militantes de Nemesis. Ça serait une enquête extrêmement intéressante à faire sur ce groupe-là, parce que c'est un groupement qui a moins d'une centaine de membres, centaine de militantes, mais qui par contre a une présence et une communication massive sur les réseaux sociaux. Et, euh, et par expérience, je n'accuse personne de qui que ce soit, mais lorsque vous avez ce dysfonctionnement, vous avez 100 personnes qui sont parmi vous, mais vous avez 150 000 personnes qui vous suivent sur X, 150 000 personnes qui vous suivent sur Instagram, que vous avez un véritable bureau avec des permanents qui sont là, c'est un petit peu suspect. Et justement, Street Press a fait ce petit rappel des liens des membres de Nemesis. Je rappelle Nemesis qui est à l'origine de cette contre-manifestation suite à la venue d'une eurodéputée LFI à Sciences Po à Lyon. On voit encore une fois, hein, on a tous ces liens avec des groupuscules, des groupes de l'extrême droite et du RN. Donc on voit que, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une tentative de minorer, je ne sais même pas si c'est le mot, ce qui s'est passé, de dire oui, mais quelque part, ce gars-là, il était à l'extrême droite, donc forcément, il a eu que ce qu'il méritait. Absolument pas. Mais c'est pour vous montrer l'ampleur pour différentes raisons, de cette vague de désinformation, de précipitation. Je pense qu'il n'y a pas que de la désinformation, du règlement politique. Il y a aussi la volonté de faire de l'audience, il y a la volonté de faire du clic. Tout ce genre de choses qu'on a vécu aux États-Unis, qu'on continue à vivre, mais qu'on a vécu ces dernières années, entre autres autour de Charlie Kirk, mais pas suffisamment. Et ce qui est déplorable dans ce genre de situation, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est votre analyse aussi, c'est que la perception du public se fait dans les premiers jours lorsque on a présenté, comme on a présenté au pire ou au mieux comme étant simplement un patriote qui avait été exécuté dans les rues par des dangereux gauchistes de LFI. Et c'est ce qui va rester alors qu'il y a ce formidable travail d'enquête autour. J'aimerais entendre, si vous en avez une, votre opinion sur ce traitement, justement. Oui. Ce qui m'avait frappé dans les premiers jours, c'est le premier portrait que j'avais vu de Quentin, il était présenté comme étant quelqu'un qui s'était converti au catholicisme il y a peu et il était présenté comme quelqu'un de pieux. D'abord, c'est toujours curieux que le premier mot qui vienne pour présenter quelqu'un, ce soit pieux. Alors, sauf qu'en fait, quand on lit un peu, on voyait que sa conversion, c'était quand il avait rejoint la fraternité Saint-Pie X, qui n'est pas du tout catholique, puisqu'ils sont excommuniés. C'est en fait les catholiques intégristes c'est de la mouvance à Paris qui ont pris l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, là où Jean-Marie Le Pen a été enterré, etc. Donc c'est clairement mouvement catholique intégriste d'extrême droite. Donc oui, cette volonté de le faire passer pour un étudiant comme ça qui passait par là presque par hasard ou qui était venu pour faire un service d'ordre. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout, comme vous l'avez dit, de dire que il était d'extrême droite, donc c'est bien fait ce qui lui est arrivé. Absolument pas. Mais au contraire, je pense, et c'est absolument pas de l'ironie ou du cynisme de ma part. Je pense que ce n'est pas une façon élégante et de lui rendre hommage. Il avait des engagements politiques qui n'étaient pas du tout les miens. Les spectateurs de Sentinelle qui suivent l'émission depuis le début l'ont peut-être remarqué, l'idéologie d'extrême droite me laisse dubitatif. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais il avait ses engagements, il les assumait très clairement, enfin, sauf qu'il manifestait masqué, mais en tout cas il faisait partie du comité du 9 mai, il allait à ses manifestations, il allait à la messe des catholiques intégristes, il venait faire le service d'ordre pour Némésis, il avait des idées politiques d'extrême droite dont il n'avait pas honte, il affichait clairement, il était militant. Et vouloir en faire une espèce de centriste modéré ou un passant ou une victime par hasard, ce n'est pas rendre hommage à qui il était, à son combat et à ses valeurs. Il les assumait complètement. Je ne veux pas dire jusqu'au bout, encore une fois, il n'est pas mort pour ses idées, il aurait préféré vivre pour ses idées, et c'est tout le malheur que je lui souhaitais, mais
il était qui il était, et changer ça pour faire coller un narratif politique et attaquer ses adversaires, ce n'est pas du tout un hommage qui lui est rendu. Et paradoxalement, le travail de vérité que vous faites, que nous tentons de faire ici en rétablissant qui il était réellement, eh bien oui, c'est une meilleure façon de lui rendre hommage que tous ceux qui utilisent son nom pour faire des fichages politiques, qui n'a pas fait la minute de silence à l'Assemblée, et il faut dissoudre les filles, et c'est la preuve que l'extrême gauche est méchante et que l'extrême droite est gentille. Ça, c'est de la récupération de la mort de quelqu'un, c'est profondément méprisable. Si vous vraiment vous prétendez avoir du respect pour Quentin, et moi j'ai du respect pour toutes les personnes qui sont décédées, respectez qui il était réellement. N'en faites pas une marionnette pour vos idées politiques. C'est absolument obscène. Ouais, et en termes de récupération, pour vous montrer l'ampleur de cette récupération politique, il y a la récupération française, on va y revenir, mais je ne sais pas si vous avez vu ce tweet publié par l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire que le représentant de Donald Trump aux États-Unis tente lui aussi, on est dans cette croisade actuelle des États-Unis d'essayer d'avoir des nouveaux alliés européens et quelque part de se mêler de notre processus démocratique et électoral. Et donc on voit dans cette affaire-là l'opportunité encore une fois, de venir se mêler à la politique française. Vous l'aviez vu passer ce message ou pas? Non, 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 je ne l'avais pas vu. C'est effectivement complètement déplacé de la part de l'ambassade des États-Unis en France. Rappelons que l'actuel ambassadeur des États-Unis en France, hein, c'est Kushner C'est... père. Ouais, Donc voilà, ce n'est pas un diplomate qui a été choisi pour ses compétences, donc non. son avis sera traité avec l'importance qu'il mérite. Ouais, Charles Kushner qui n'est pas en prison parce que Donald Trump l'a gracié. Sinon, il serait en prison pour une affaire complètement immonde de manipulation au sein de sa propre famille avec utilisation d'une prostituée. Allez voir les détails de l'affaire Charles Kushner et vous dire, ben voilà, c'est l'ambassadeur. Et donc, c'est dans la logique des interventions C'est celui qui nous donne des de leçons. Ouais, exactement, c'est la logique des interventions de J.D. Vance lorsqu'il vient en Europe. C'est dans la logique du discours de Elon Musk lorsqu'il apporte son soutien à la RD, par exemple. Et c'est l'ARF, la RD, je me rappelle, le parti allemand, L'AFD, l'AFD, Alternative für Deutschland. excusez-moi, l'AFD. Et c'est dans la logique de cette nouvelle opération, on en parlera dans quelques jours, lancée par les États-Unis de proposer un site internet qui regrouperait toutes les informations que la loi française n'autorise pas à publier, par exemple, et donc d'aller les proposer sous la question de la liberté d'expression. La liberté d'expression qui fait que nous sommes censurés actuellement sur X. Je trouve ça, c'est formidable. Mais en parlant de récupération politique, alors je ne sais pas si j'ai besoin d'avoir votre avis dessus, mais je voulais vous partager cette image. Ce matin, vous le saviez, il y avait cette manifestation du côté de Lyon aujourd'hui, cette manifestation, 3200 personnes. On ne va pas la chroniquer, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes, allez les voir. Je voulais, justement, avant qu'on voit la photo, Thomas, revenir sur ces informations qui ont été publiées sur Le Monde, sur la présence de certaines personnes. Parce qu'encore une fois, la présence de ces personnes-là, c'est l'article en bout non, de l'autre côté. Bah, non, voilà. La présence de ces personnes-là vous indique qui était vraiment, comme vous venez de le dire, Quentin Demarque, et j'imagine qu'il assumait complètement. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du groupe Allo Broge. C'est lui le fondateur, hein, donc on n'est pas simplement dans quelqu'un qui montait dans le bus pour aller manifester à Paris. C'est quelqu'un qui avait vraiment un rôle extrêmement actif. Et donc, vous voyez dans la présence, dans les premiers rangs de la manifestation, très clairement, on retrouvait Audace, on retrouvait la cocarde étudiante, les Zouaves Paris, qui sont tous des groupuscules de l'ultra-droite. Et dans cette récupération-là, justement, ce que j'ai trouvé choquant, j'ai pas été choqué
par CNews, que CNews parte à fond là-dessus, c'est son fonds de commerce depuis longtemps. C'est plutôt le contraire qui m'aurait étonné. Mais j'ai un petit peu... Évidemment, pour moi, là, on est dans la récupération politique. Aujourd'hui, lorsqu'il y a cette manifestation à Lyon, un des candidats qui est Aulas, l'ancien propriétaire de l'Olympique lyonnais, a demandé que... Olas, pas Eolas, hein. Non, Aulas, AULAS, a demandé que la photo de Quentin de Marque soit projetée sur la façade de la mairie de la ville. Le maire a refusé en rappelant quand même que Lyon avait été la ville fondatrice de la résistance française. Jean Moulin, par exemple, mais on va voir la façade du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'était à Lyon aussi. Le président de la région, c'est Laurent Wauquiez. Donc voilà, on peut rendre hommage à quelqu'un, c'est un drame qui a été tué dans les circonstances en plus de sa mort. Mais j'ai personnellement, et là c'est mon opinion complètement personnelle qui n'engage pas Maître Aulas, on n'en a pas parlé, j'ai du mal avec ce genre d'image, d'avoir à côté le symbole olympique en plus, le drapeau de l'Europe devant, c'est assez Et de particulier. l'Ukraine. Et de l'Ukraine, oui, et de l'Ukraine. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas de commentaires à faire sur ce sujet-là, mais voilà, Alors, je voulais partager cette non, photo. non, Oui, en tant que citoyen français, oui, j'ai mon commentaire à faire et je suis absolument en désaccord complet avec cet hommage-là, puisque la manifestation qu'il y a eu cet après-midi à Lyon, vous avez rappelé qui y était, mais j'ai aucun problème avec cette manifestation. C'était ses amis, c'était normal qu'il soit là pour lui rendre hommage. Sauf que, chassé de naturel, il revient au galop. Le procureur de Lyon, qu'on a vu tout à l'heure, est saisi de nouveaux dossiers, oui, puisque, au cours de la manifestation, il y a eu des saluts nazis, des insultes racistes et homophobes pendant la marche. Donc, voilà à qui on avait réellement affaire. Ce sont ses amis. Encore une fois, ils sont venus lui rendre hommage. Ils ont trouvé que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'était de faire des saluts nazis, des insultes racistes et des propos homophobes qui sont contraires à la loi. Euh, Est-ce que la place de la photo de ce jeune homme est vraiment sur le conseil régional? Non. Sans faire de whataboutisme, euh, je trouverais qu'il serait politiquement beaucoup plus fort symboliquement que l'Assemblée nationale fasse une minute de silence pour chaque victime de féminicide en France. Je ne dis pas ça pour substituer une cause à une autre, bien sûr. mais c'est un phénomène qui est vraiment préoccupant. On a 100 à 150 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, et en plus on est en train de réaliser avec la découverte de ce qu'on appelle le suicide contraint, c'est-à-dire que le harcèlement aboutit à la personne à mettre fin à ses jours, qu'on est probablement à 1200 morts par an en France. Mais rien qu'en restant sur, là précisément, des homicides volontaires, des femmes sous les coups de leur mari qui parfois ont porté plainte avant. Si l'Assemblée nationale faisait une minute de silence pour chacune d'entre elles, il y en aurait une tous les 2 jours à peu près. Là, ça permettrait aux députés de réaliser l'importance du phénomène, la gravité, et là on est pour le coup en présence de personnes qui ne meurent pas parce qu'elles étaient présentes à une manifestation politique ou quoi que ce soit, n'ont rien demandé à personne. Là, ça permettrait une vraie prise de conscience d'une part des députés de l'urgence à agir, et symboliquement ça aurait une portée beaucoup plus forte. Mais ignorer chacun de ces décès, mais à la place rendre hommage aujourd'hui à Quentin de Ranc, et j'avais il y a 13 ans exactement les mêmes objections pour la minute de silence en hommage de Clément Méric, qui lui non plus n'aurait pas dû mourir lors d'une bagarre de rue à Paris, mais c'était également un manifestement d'extrême gauche qui voulait en découdre avec l'extrême droite. C'était le même type de nervis. Ce ne sont pas à ces gens-là à qui on doit rendre hommage. Évidemment, je ne peux pas imaginer une seconde que le fait que dans un cas les victimes soient des hommes et dans l'autre des femmes joue un quelconque rôle là-dedans. Mais il y a vraiment des décès qui méritent plus d'importance médiatique, plus d'hommage de la représentation nationale et plus d'action que un décès au cours d'une bagarre comme ça et avec un portrait massif sur un conseil régional. Non, c'est absolument, en tant que citoyen, pour le coup, je suis révolté, ce qui n'empêche rien, encore une fois, tout ce que j'ai dit sur la mort de Oui, bien Quentin, sûr, mais bien sûr. il mérite un silence respectueux, mais certainement pas de devenir un héros national. Ce n'est pas un héros à mes yeux. Je ne veux pas qu'on lui rende hommage comme cela, autrement que par le silence et en laissant ses amis défiler, en reconnaissant
publiquement qui il était, ce qu'il a fait, ce qu'il assumait complètement. C'est une meilleure façon de lui rendre hommage que d'en faire une espèce de héros républicain. Lui qui haïssait la République, franchement, c'est pas très élégant. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, j'ai trouvé que cette manifestation, là, on est dans la parenthèse, mais c'est important de le dire, que cette manifestation avait aussi un autre avantage, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, et on sait qu'il y a tous ces efforts en ce moment de communication, y compris dans la manière, on en avait parlé, on avait fait une émission sur la chute, on avait parlé comment autour du terme de rémigration, comment c'est un terme qui venait de l'extrême droite, de l'extrême droite Mhm. allemande néo-nazie et qui est venu aux États-Unis et qui est devenu maintenant un terme officiel de langage, un élément de langage officiel de la Maison-Blanche. Et on était passé sur la manière dont ces groupes désormais s'habillaient. Ils avaient compris au tournant des années 80 où ils étaient des skinheads à l'époque avec des témoignages. Allez voir le film American History avec des codes vestimentaires et des tatouages visibles. Et ils se sont dit non, on ne peut pas continuer dans ce cadre-là parce qu'on effraie la population alors qu'on veut les amener vers nous et surtout une partie de la jeunesse. Et ce qui était excellent d'une certaine manière, c'est de voir justement ces informations sur le code vestimentaire qui étaient recommandées à ces manifestants aujourd'hui en leur disant, ben voilà, cachez vos tatouages, ne faites pas peur aux caméras, etc., etc., avec l'utilisation de certaines marques de vêtements qui sont devenues, malgré elles connotées néo-nazis. Hein. Ça permet d'envoyer des signaux assez proprement en disant bah, tiens, moi aussi, je crois à tout ça et moi aussi, je suis un néo-nazi. Et donc de voir que malgré tout ça, bah, lorsqu'à la fin il a fallu faire des saluts nazis, il y a eu des saluts nazis aujourd'hui à Lyon. Donc voilà, fin de la parenthèse. En parlant de récupération, je voudrais qu'on revienne récupération et du pouvoir des mots. Du pouvoir des mots, que l'on revienne sur cette une d'un magazine qui, évidemment, a évolué au cours de ces années et qui n'a plus aucun lien avec son créateur. Je pense que c'était Jean-François Kahn qui l'avait créé après l'événement du jeudi, qui est Marianne, qui a fait cette une. Libre à eux, hein, je ne veux pas être le censeur et la personne qui va remettre en avant leur politique éditoriale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est l'amalgame et l'utilisation de mots. On les ressort. On a la même chose hein, aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir ces derniers jours comment le fait qu'on désigne systématiquement désormais sur ce même terme de Antifa l'extrême gauche et comment il y a eu ce souhait exprimé sur les plateaux de CNews et lu à travers les colonnes de différents articles, de dire, bah tiens, le Antifa, c'est du terrorisme domestique, du terrorisme intérieur. Cela vient des États-Unis. Nous avons la même chose qui, l'étape suivante, on la vit aux États-Unis. L'étape suivante, c'est de dire, bah tiens, ces citoyens de Minneapolis, René Good et Alex Pretty, qui manifestent contre ICE, contre les abus du gouvernement Trump, ce sont des domestiques terroristes. La preuve, vous acceptez depuis 2 ans qu'on vous dise que Antifa, ce sont des terrorismes domestiques. Et de voir aujourd'hui des hebdomadaires français qui mélangent l'utilisation du mot fasciste, ça me perturbe profondément. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous montrer ce tweet parce que je suis 100% d'accord avec ce tweet de Christophe Caron. C'est l'ancien rédacteur en chef. C'est un ancien de Canal+, je le connais, voilà. C'est l'ancien rédacteur en chef de Slate, qui est plutôt un libertarien et qui explique que s'il était en politique, il combattrait LFI, il serait opposé à LFI, mais que de voir cette utilisation, cette récupération, ce recyclage du mot fasciste
c'est quelque chose de complètement ignoble. Et voilà, je suis d'accord avec ça, donc je voulais un petit peu en parler. Je ne sais pas si vous voulez, en tant que citoyen, en tant que maître Éolas, vous avez pas mal d'identité quand même, rebondir sur cette une-là et sur la manière dont on a perdu le langage. C'est important, hein. C'est pas un Bien sûr. accident le fait que l'on perde le langage. C'est lorsqu'on perd le langage, lorsqu'on perd la vérité, parce que le langage est un élément de la vérité que l'on permet à des extrêmes, ici l'extrême droite, d'arriver au pouvoir. Mais c'est exactement ce que George Orwell racontait dans 1984, qui est sans doute une des œuvres les plus mal comprises ou aussi peu lues par des gens qui prétendent l'avoir lu. L'appauvrissement dans 1984, qui se passe dans une dystopie, dans une Europe devenue clairement un régime fasciste, l'appauvrissement du langage, la novlangue, c'est pas l'usage de néologismes, c'est un appauvrissement volontaire du langage pour que les citoyens n'aient plus les mots comme outil pour concevoir une pensée d'opposition au pouvoir. C'est qu'ils n'aient plus les moyens de matérialiser leur opposition. D'où cette confusion des mots. On se souvient de la célèbre devise, la paix c'est la guerre, l'ignorance c'est la force, la liberté c'est l'esclavage. Cette confusion des mots vise précisément à mettre fin à l'esprit critique qui, mine de rien, est le pire ennemi des politiques, parce que c'est l'esprit critique qui oblige à se justifier, à démontrer en quoi on a raison, à admettre ses torts et à se remettre soi-même en question. Donc mélanger les fascistes et les antifascistes, c'est vraiment une pauvreté. Je le vois beaucoup, y compris de gens que j'estime, qui renvoient dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour moi, c'est pareil, c'est bonnet blanc, c'est blanc bonnet. Non, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gentils et des méchants, mais le projet, enfin Antifa, aujourd'hui, ce qui reste de l'extrême gauche, quand on dit Antifa, c'est antifasciste. C'est-à-dire que leur projet, c'est de s'opposer au fascisme. C'est plus d'imposer, de renverser la société, comme je disais au lendemain de la guerre, d'imposer la dictature du prolétariat. Il y a encore des mouvements d'extrême gauche qui ont ce projet-là en tête, mais eux, ce n'est pas le cas. Donc, on arrive à une confusion complète, et notamment, et là ça se voit avec ce que fait le Rassemblement national, qui rêve de renverser le Front républicain à leur avantage, parce que c'est un outil dont ils ont vu la puissance. C'est le Front républicain, chers amis canadiens, ce qu'on appelle le Front républicain, c'est le fait, nous on a des élections à 2 tours. Le constituant a prévu le côté parfois un peu sanguin des Français. On se dit on va leur donner 2 tours. Le premier tour, ils peuvent s'énerver, voter pour n'importe qui, mais pour le deuxième, ils vont un peu réfléchir, dire bon, maintenant je prends lequel. Et zut, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon, avec tout ça. Mais donc cette confusion, enfin oui, le Rassemblement national souhaite excusez-moi, je vais y arriver. Le RN Il est commencé à souhaite. tard, l'émission a duré plus de 45 minutes, ça se voit. Donc On le y est Front presque, on y est républicain presque. consiste au fait que pour les gens qui sont opposés au Rassemblement national, dont votre serviteur, de voter systématiquement au second tour quand il y en a un candidat RN pour l'autre candidat, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, c'est le Front républicain. Et Marine Le Pen en a été victime à 3 reprises. Hein. N'oublions pas que ça fait 3 fois qu'elle est candidate à la présidentielle, dont 2 fois au deuxième tour, où elle s'est pris les pires scores électoraux au deuxième tour. Elle n'est battue que par un candidat au deuxième tour, son père, qui a quand même fait 20% contre 80 pour Chirac. Mais là, c'est un record qui sera difficile à battre. Et qui a encore joué. On prédisait lors de la dernière élection législative une majorité absolue pour le Rassemblement national, parce que tout parti qui avait un tel mouvement favorable au premier tour avait toujours la majorité absolue avec le système électoral français au second tour, et ça n'a pas été le cas. Donc à chaque fois, il y a ce barrage républicain, ce front républicain qui se forme contre lui. Et là, ce que veut faire le Rassemblement national, c'est renverser le front républicain pour dire maintenant, c'est pas tout sauf le RN. LFI est pire que nous, ça doit être tout sauf LFI. C'est une mascarade, c'est une falsification, et il ne faut pas tomber dans ce piège. Non, tout n'est pas équivalent. Voilà, cette une, oui, est purement une honte, et c'est honte à la rédaction de Marianne de participer à cette confusion, même si ça lui permettra de vendre peut-être un peu plus d'exemplaires.
On voit les conflits internes qu'il peut y avoir dans une rédaction parce que Marianne avait fait sur un sujet qu'on avait abordé dans un autre Sentinelle, un numéro hors série extraordinaire sur le procès libyen Oui, où ils avaient Laurent Valdiguier, qui est un excellent journaliste, excellent d'enquête, chroniqueur très très judiciaire, qui bien. avait assisté à Mhm. toutes les audiences. C'est vraiment quelque chose à lire si vous voulez comprendre ce procès. C'est un ouvrage d'utilité publique qui s'est très très bien vendu, c'est réjouissant, mais le hors-série. Mais la même semaine, le Marianne ordinaire prenait fait et cause pour Nicolas Sarkozy en se demandant si les juges ne faisaient pas un peu trop de politique. Voilà les conflits internes qu'il peut y avoir dans une rédaction. Malheureusement, les titres et les choix de une n'appartiennent pas aux journalistes, n'appartiennent pas aux rédactions. Et parfois, je sais qu'il y a certains journalistes qui grincent un peu des dents en voyant les unes que choisissent leur propre magazine. Non, c'est certain, c'est bien de le rappeler et ça nous amène sur. Je voulais terminer, je vous l'ai dit avant, quasiment terminer l'émission parce que je voudrais juste vous donner en fin d'émission un conseil cinéma, comme quoi. Hein, mais avant ça, euh, sur le pouvoir des mots et ce que vous avez vécu. Encore une fois, on aurait pu faire une émission complète, mais cette émission a déjà duré un petit peu plus que 45 minutes. On aurait pu faire une émission complète sur le traitement médiatique de cette affaire-là, qui a été exemplaire. Exemplaire, pas dans le bon sens du terme, mais exemplaire parce qu'elle a mis à jour tous ces mécanismes-là. Je voudrais qu'on revienne sur un ouvrage que je vous conseille vivement de lire, qui a été publié en 1951 par Hannah Arendt. Ce livre-là, Les origines du totalitarisme, est complètement d'actualité. Donc vraiment, je vous invite à le lire parce que il montre que les régimes fascistes, hein, pour le coup, ont systématiquement assis leur pouvoir. Et vous allez le voir, ça marche en France, ça marche formidablement aux États-Unis, en substituant la réalité historique, hein, la réalité, les faits, par une vérité fictive et fabriquée. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, il crée une vérité alternative, hein, les alternative facts, les fake news. Et cette vérité alternative qui est en plus alimentée très souvent par la peur, qui est alimentée par un véritable effort de propagande. Donc, l'effort de propagande, nous l'avons aux États-Unis, fonctionne. Et parce que cette vérité alternative, elle n'a pas besoin d'être vraie pour efficace, et c'est là où Hannah Arendt est extrêmement forte. Elle dit elle a simplement besoin d'être la première. Si vous êtes le premier à sortir cette vérité alternative, vous permettez à ce que cette vérité alternative s'impose, qu'elle vienne brouiller tous nos repères moraux, et donc les faits deviennent des arguments. Les faits deviennent des arguments. Et donc voilà, c'est vraiment ce que, pour moi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, c'est ce qui s'est passé cette semaine, cette semaine noire pour la République. Ça a été une victoire d'une vérité fictive et fabriquée. Oui. Et malheureusement, le comportement de Jean-Luc Mélenchon et des responsables de LFI a complètement consisté à jeter de l'huile sur ce feu, alors même que ce feu les menaçait elle-même, avec une maladresse de langage. Il est hors de question pour moi de défendre particulièrement LFI. Je n'ai aucune sympathie pour ce parti. Et c'est sans doute les militants LFI sont le deuxième, mais assez loin derrière de ceux qui m'ont le plus insulté sur Twitter chaque fois que j'ai émis notamment quelques réserves sur le régime vénézuélien avant que maintenant plus personne ne puisse contester sa réalité. Et de toute façon, enfin, extrême droite et extrême gauche ont quand même un point commun. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que les extrêmes se rejoignent, encore une fois, cette confusion. Mais ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils favorisent un régime clairement autoritaire. Aucune foi dans la démocratie parce que le peuple n'est pas assez grand pour se diriger lui-même. Il a besoin d'un grand leader, le petit père des peuples, le grand timonier. Euh, voilà, le vocabulaire est important. Il y a toujours Daddy. un chef. Voilà, le chef qui sait qui est bon pour vous, sauf que l'extrême droite favorise un chef autoritaire, un chef militaire, hein, Führer, Duce, Caudillo, Mhm. tout ça, ça veut dire la même chose, c'est le guide, alors que l'extrême gauche préfère
grand timonier, c'est aussi un guide, mais voilà, c'est quelqu'un qui est présenté comme étant plus favorable. C'est par sa bienveillance et sa gentillesse qu'il séduit, alors que l'extrême droite préfère des leaders un peu méchants et cruels parce qu'on sait qu'ils seront méchants avec les autres. Et, mais c'est là que les points communs se retrouvent. Néanmoins, aujourd'hui, enfin, n'oublions pas aussi que l'extrême gauche, c'est quelque chose que je voulais aborder tout à l'heure pendant que j'y pense. L'extrême gauche a été violente, extrêmement violente dans les années 60, 70, 80. Je suis assez vieux pour m'en souvenir, mais ce qu'on appelait les années de plomb, les Mhm. brigades rouges, je me souviens de l'effroi qu'enfant j'avais ressenti en apprenant l'assassinat d'Aldo Moro en Italie. Ouais. Je me souviens des attentats d'action directe en France où le PDG de Renault a été assassiné ainsi qu'un général de la direction générale de l'armement devant chez lui, quasiment devant ses enfants. Voilà, il y a des gens sanguinaires aussi qui pensent que cette lutte armée se justifie dans le cadre idéologique. Je ne me fais aucune illusion sur la dangerosité réelle, potentielle que peut avoir l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026, je regarde la société et je regarde le danger où il est et d'où il vient. Et aujourd'hui, le danger, il vient que d'un seul côté de l'échiquier. Si demain le monde devait à nouveau changer et que l'extrême droite redevenait comme elle était dans les années 60, 70, 80, complètement minoritaire, quasiment disparue, et que l'extrême gauche redevenait activement violente, nous ferons des sentinelles si nous avons encore des dents pour parler, nous sommes assez vieux pour ça, mais nous ferons des sentinelles où je dénoncerai avec la même vigueur et les violences d'extrême gauche. Mais aujourd'hui, il faut voir où est le danger. L'extrême gauche n'est pas au pouvoir en Hongrie, n'est pas au pouvoir en Russie, n'est pas au pouvoir aux États-Unis, ne menace pas d'arriver au pouvoir en Angleterre. Même l'Espagne, qui était un pays qui était relativement épargné parce que le souvenir de la dictature fasciste est plus récent que là-bas. Même là-bas, l'extrême droite monte. Je vois où est le danger. Le danger, c'est pas une vague rouge, c'est une vague brune. Eh bien, aujourd'hui, je regarde d'où est le danger et c'est ce danger que je combats. Pas un danger imaginaire, pas un danger comme essaie de non, non, regardez pas vers nous, regardez là-bas. Il y a des types là-bas qui sont très dangereux, ils sont pires que nous, c'est eux qu'il faut condamner. Je ne suis pas dupe et je ferai en sorte que mes citoyens ne le soient pas non plus. Ouais, et en parlant, j'adhère à tout ce discours-là, et en parlant justement des dangers de l'extrême droite, et je voudrais conclure cette émission sur ça. Je vais vous inviter à aller voir un film que j'ai vraiment trouvé bouleversant, formidable, pour comprendre comment peut-être un Quentin de Ranc peut exister. En tout cas, pour comprendre comment aujourd'hui une certaine jeunesse, et principalement des garçons. Il y a un article formidable aujourd'hui dans Le Monde avec des témoignages de pères de famille, de mères de famille, mais surtout de pères de famille qui un matin se sont réveillés avec leur fils qui avait rejoint d'une certaine manière via la sphère masculiniste l'extrême droite française. Je vous invite à regarder ce formidable film avec Vincent Lindon qui s'appelle Jouer avec le feu, qui justement suit le parcours, et je ne vais pas en dire plus, de deux frères. Regardez ce film-là, c'est aussi un formidable film sur la justice, un formidable film sur nos difficultés en tant que parents à répondre à ce genre de situation. Si vous avez des gens autour de vous qui sont à la frontière de chuter dans ces cas-là, le film vous apportera aussi plein de réponses, plein d'éléments. C'est un combat qui est vraiment extrêmement important. On a tous des envies d'idéaux pro-démocratie. On a très souvent ce défaut de penser que le changement arrivera par le haut, que c'est au rôle des politiques de nous assurer la survie de la démocratie. Non, la survie de la démocratie, il passe par nous, et c'est pour ça que nous sommes tous des sentinelles. Allez, petite pause et on se dit au revoir comme il faut.